Une chose est très claire, la rencontre de Netanyahou avec Trump à Washington n'était pas une simple photo protocolaire. C'était une discussion directe sur la question de savoir où se trouve la ligne rouge avec l'Iran et ce qui se passe si ces négociations stagnent. Bonjour, je suis Arié. Le jeu évolue très rapidement. Regardez l'ensemble du tableau. D'un côté, Netanyahou se rend aux États-Unis et s'entretient avec le secrétaire d'État Marco Rubio à White House. De l'autre, Trump reçoit Netanyahou à la Maison-Blanche. Et le sujet principal, même si on parle aussi de Gaza et de la région, c'est l'Iran. Qu'est-ce qui est négocié, qu'est-ce qui ne l'est pas, et que fait-on si aucun accord n'est finalement trouvé? Et un détail à ne pas négliger. Avant la rencontre avec Trump, Netanyahou a officialisé l'adhésion d'Israël à ce qu'on appelle le comité ou conseil de paix pour Gaza, promu par l'administration Trump. Cela, en termes simples, est un signal politique. Washington essaie de construire un cadre régional pour le lendemain à Gaza, tout en gardant un œil sur le front iranien. Et bien sûr le protagoniste central dans tout cela, puisqu'on parle de Gaza, et un conseil de paix pour ce qui se passera à Gaza qui est ancré à l'intérieur du territoire israélien, et bien évidemment, c'est Israël. Et enfin, il est dit dans les médias que Netanyahou a voyagé pour confirmer l'accord. Netanyahou a-t-il vraiment voyagé uniquement pour cela? Vous me direz ce que vous en pensez, d'accord? Maintenant, qu'a-t-on vraiment dit à la Maison-Blanche? N'attendez pas un communiqué avec des feux d'artifice, car jusqu'à présent, il n'y en a pas et il n'y en aura pas. Ce que l'on voit dans les médias américains et israéliens, c'est qu'il n'y a pas eu de grandes annonces, mais qu'il y a eu un message cohérent. Trump insiste pour continuer à pousser les discussions avec l'Iran et Netanyahou insiste sur le fait que la sécurité d'Israël n'est pas négociable. En d'autres termes, ils discutent, se coordonnent, mais ne pensent pas forcément de la même manière sur le rythme ni sur la méthode. Et c'est ici qu'intervient ce que beaucoup ressentent, même si ce n'est pas toujours dit à voix haute. Ce voyage express et cette réunion extraordinaire sont un signe que, même si l'officiel semble normal et qu'on s'est déplacé pour signer un accord et tenir des réunions protocolaires. De ce qui se passe dans la région, c'est-à-dire tout reste très diplomatique en apparence, mais sous la table, il y a des choses qui bougent, ou qui, évidemment, sont en train de bouger. Ne soyons pas naïfs, il s'agit de rapports, d'évaluation et de coordination au plus haut niveau, comme quelqu'un qui ajuste chaque pièce avant une tempête. Ce n'est pas parce que quelqu'un veut une guerre, mais parce que la situation peut s'aggraver très rapidement. Et si la tension avec l'Iran devenait quelque chose de direct, évidemment personne ne veut se retrouver sans plan, sans soutien et sans synchronisation. En fait, Donald Trump ne cesse de dire que sa préférence est de parvenir à un accord, mais avec un énorme bémol. S'il n'y a pas d'accord, l'option militaire est sur la table. Et quand Donald Trump parle d'accord, il ne parle pas seulement d'uranium et de centrifugeuses, il parle aussi d'un sujet qui, en Israël par exemple, inquiète énormément, les missiles balistiques. Il faut trouver un accord, sinon ce sera très traumatisant. Excellente réunion hier avec Bibi Netanyahou, la décision finale me revient. Si l'accord n'est pas un accord très équitable et un très bon accord avec l'Iran, alors je pense que ce sera une période très difficile pour eux. Voyons si la guerre de juin, cette guerre de 12 jours, nous a laissé quelque chose. Le missile balistique n'était pas une théorie, c'est un objet réel qui tombe du ciel et qui change la vie en quelques secondes, selon des évaluations et des estimations qui ont été publiées ces derniers 2 jours en Israël. Avant cette opération, on estimait que l'Iran possédait environ 3000 missiles balistiques et qu'il était en train d'étendre sa capacité. Pendant la guerre, l'Iran aurait tiré environ 550 missiles et des dépôts, des installations de production et des lanceurs ont été attaqués, qui dans de nombreux cas étaient déjà chargés de missiles. On estime donc qu'au moins la moitié des missiles ont été détruits. Et alors, quel est le point aujourd'hui ? Eh bien, l'Iran, même après ce coup, conserve encore un nombre très important de missiles et, ce qui est le plus préoccupant, il est en train de retrouver sa capacité de production. Des sources israéliennes parlent d'une évaluation actualisée selon laquelle, dans quelques semaines, l'Iran pourrait à nouveau disposer de 1800 à 2000 missiles balistiques à longue portée, entièrement disponibles et opérationnels. Ce n'est pas pour un seul jour, c'est une quantité qui définit toute la conversation stratégique. Mais alors, qu'est-ce qui est négocié avec l'Iran ?
Seulement le programme nucléaire ou aussi l'usine de missiles et la doctrine d'attaque. Eh bien, Trump, dans ses dernières déclarations, a clairement dit que pour lui, l'accord doit aussi inclure le balistique. Et ça, si on le traduit dans le langage courant, ça veut dire ça ne sert à rien de signer quelque chose qui laisse à l'Iran la capacité de tirer des centaines ou des milliers de missiles sur la région. Et nous devons avoir quelque chose de très clair dans tout ce que nous voyons. Nous ne verrons jamais Trump, Netanyahou ou même Khamenei du régime iranien sortir dans les médias. Pour dire les choses telles qu'elles sont, ils vont toujours sortir pour déclarer ce qu'il faut dire, selon le moment et les cartes que chacun joue sur la table. N'oublions pas qu'il s'agit d'une stratégie géopolitique et d'une stratégie militaire du plus haut niveau. Et chacun poursuit ses propres intérêts, bien sûr. Mais avant de commencer, je voudrais vous raconter l'histoire de cette fiole, qui m'a vraiment étonné et je pense que vous devriez la connaître aussi. Cette fiole renferme une histoire incroyable, qui était inconnue jusqu'à présent. À l'intérieur se trouve de la terre du mont du Temple à Jérusalem, sauvée par des archéologues après que des milliers d'années d'histoire aient été réduites en ruines. C'est notre chance d'empêcher l'histoire de disparaître. Démarrez l'année avec un lien personnel avec Jérusalem. Cliquez sur le lien dans la bio ou scannez le code pour profiter d'une offre spéciale. Lui-même, le président Trump a publié sur son réseau social qu'il a ordonné qu'un deuxième groupe de porte-avions se prépare à se rendre dans la région. Il s'agit de l'USS George H.W. Bush, qui viendrait s'ajouter au groupe de l'USS Abraham Lincoln, déjà en opération ici dans la région. Et cela est important à cause du calendrier. Il faut bien comprendre que déplacer un porte-avions, ce n'est pas comme commander un Uber et qu'il arrive le lendemain, surtout dans une autre partie du monde. On parle de préparatifs et de temps de transit qui repoussent toute grande décision vers les prochaines semaines, voire jusqu'au mois de mars. Donc à première vue, on pourrait conclure qu'on attendra que ce nouveau porte-avions arrive dans la région, ce qui nous amènera à la mi-mars. Alors, quelqu'un pourrait-il dire qu'éventuellement l'attaque est reportée à cette date ? Eh bien, peut-être que oui, ou peut-être que non, c'est peut-être de la rhétorique, une stratégie pour faire croire cela. Ce qui est clair, c'est que ni vous, ni moi ne saurons jamais ce qui va se passer, demain, après-demain, la semaine prochaine. Ce qu'il nous reste à faire, c'est observer le déroulement du quotidien et suivre l'évolution des événements. Sans spéculation, mais simplement donner une bonne lecture de ce qui se passe. Avec tout cela, on peut aussi dire qu'officiellement la diplomatie continue, bien sûr, mais que la force militaire se prépare au cas où la diplomatie échouerait. Mettons cela en perspective. Lorsqu'un pays accumule des navires, des défenses et des capacités dans une zone, comme le fait actuellement les États-Unis. Il le fait pour deux raisons. Soit il veut éviter une guerre en montrant sa force, c'est-à-dire en exerçant une pression, soit il se prépare à une guerre s'il n'y a pas d'autre choix. Ou bien, finalement, si ses intentions étaient là depuis le début. Et parallèlement, une information venant d'Iran qu'il faut également examiner avec attention. Le président iranien Pezeshkian a déclaré que l'Iran serait prêt à ouvrir ses installations nucléaires à la vérification, afin de démontrer qu'il ne cherche pas à obtenir une arme nucléaire. Cela donc semble bien et très diplomatique, mais le problème, c'est que ce qui est dit dans un discours, en réalité ne se concrétise pas dans le monde réel. Et ce n'est pas parce que nous nous méfions de l'Iran, mais simplement parce que cela a été ainsi pendant tous ces mois. Parce qu'il a également été signalé que des inspecteurs internationaux ont eu beaucoup de difficultés à accéder à certains sites stratégiques souterrains qui ont été frappés. En 2025. Et c'est là que se joue la crédibilité, car dans le cas de l'Iran, il est déjà tout simplement considéré comme le petit berger menteur. La réalité, c'est que ce type d'annonce cherche souvent à gagner du temps, à réduire la pression ou simplement à diviser les positions entre les alliés. Et il faut souligner qu'après les déclarations de Trump, depuis l'Iran, des déclarations ont également été faites, affirmant qu'ils ne renonceront pas à leur développement atomique et qu'ils ne renonceront pas non plus aux missiles. Et vu comme ça, très simplement, comme quelqu'un qui fait ses comptes dans une boutique, eh bien, il n'y a plus rien à dire ici. Les États-Unis posant des conditions, et l'Iran dit que cela n'est pas négociable, très bien. Pendant ce temps, ici en Israël, l'attention ne porte pas seulement sur ce que l'Iran dit, mais sur ce que l'Iran peut faire. Et c'est pourquoi je veux que nous passions maintenant à une autre information importante de ces jours-ci, la défense aérienne.
Le ministère de la Défense a annoncé qu'Israël a terminé des essais avancés du système Lavag de David en intégrant les leçons opérationnelles tirées en temps de guerre. Pour ceux qui ne le savent pas, Israël dispose d'un bouclier complet de défense aérienne composé de différentes couches. Le dôme de fer le plus connu est destiné aux menaces à courte portée, celles qui étaient tirées depuis Gaza ou depuis le Liban. Ensuite, la fronde de David, sur laquelle des tests ont été effectués, qui est une couche intermédiaire pour les missiles et roquettes à plus longue portée, et aussi pour des menaces comme les missiles de croisière et les drones. Et puis il y a l'Arrow, qui est destiné aux menaces balistiques de longue portée. À cela, d'autres types de technologies ont également été intégrées, comme le laser. Mais pourquoi ces entraînements et ces tests font-ils la une ? Eh bien parce que lorsque l'on voit l'Iran, qui est en train de reconstruire sa capacité à développer des missiles, et qu'en même temps Israël améliore ses systèmes. C'est comme voir deux équipes s'entraîner avant un match que personne ne veut encore annoncer. De plus, il est mentionné que pendant le conflit de juin, le front de David a même été utilisé pour intercepter des projectiles tirés depuis de très longues distances. Quelque chose qui, historiquement, était davantage associé aux autres couches du système, aux systèmes Arrow ou même à ceux qui sont en coopération avec les États-Unis, le fameux THAAD. Et cela nous amène à une idée simple. La défense aérienne israélienne n'est pas un gadget. C'est littéralement un système qui achète du temps vital et soutient l'économie. Dans des moments où le pays pourrait tout simplement être paralysé. Ou, si c'était n'importe quel autre pays, il s'effondrerait tout simplement. Et passons à un autre front dont on ne parle pas toujours beaucoup, mais qui est vital, la mer. La marine israélienne a mené aujourd'hui un exercice maritime à grande échelle avec des navires de guerre, des sous-marins, le commando Shagi 13, le soutien de l'armée de l'air et des unités cybernétiques. Qu'est-ce qui a été entraîné ? Des réponses aux attaques maritimes, aux menaces aériennes et à la défense des plateformes gazières en mer. Ceci, pour le comprendre rapidement, c'est Israël qui dit « Nous ne sommes pas seulement préoccupés par ce qui vient de l'Est par les airs, nous nous inquiétons aussi de ce qui peut arriver en mer et contre notre énergie. » Parce que si quelque chose arrive aux plateformes gazières, ce n'est pas un événement militaire isolé. C'est un coup direct et stratégique porté à l'infrastructure et à l'économie du peuple d'Israël. Bien maintenant, avant de passer à la nouvelle de l'ironie au Venezuela, je vous demande de vérifier tout de suite si vous êtes abonné à la chaîne. La plupart d'entre vous pensent être abonnés, mais ce n'est pas le cas. Il vous suffit d'appuyer sur le bouton s'abonner et c'est tout. Beaucoup d'entre vous écrivent même dans les commentaires qu'ils ne voient pas le bouton s'abonner. Vérifiez si c'est aussi votre cas et appuyez tout de suite sur la petite cloche pour être informé lorsque je publie une nouvelle vidéo informative. Bien, continuons et passons au Venezuela alors, où aujourd'hui des images très frappantes d'une réception à Caracas pour une délégation américaine sont devenues virales. Quelque chose d'impensable, avec tapis rouge et musique. Le point n'est pas le spectacle, le point c'est la signification. Le secrétaire à l'énergie des États-Unis, Chris Wright, était à Caracas et a parlé de discussions pour avancer sur un plan en 3 phases de l'administration Trump: stabilisation, reprise et réconciliation. On a également parlé de transition, et voici quelque chose qui a profondément attiré l'attention par sa franchise. Depuis Washington, les autorités qui gèrent la transition sont traitées comme un leadership intérimaire et non comme un gouvernement définitif. C'est-à-dire que les États-Unis s'impliquent pleinement dans le secteur énergétique vénézuélien avec un objectif économique et, selon eux, politique. Quel est le rapport avec Israël et l'Iran ? Eh bien, il est énorme car dans le monde réel, l'énergie n'est pas seulement de l'essence. L'énergie, c'est de la géopolitique. Ce sont des sanctions, ce sont des alliés, c'est une capacité de pression. C'est la résistance d'un pays et la résistance d'une région. Et dans le même contexte, alors que tout cela se passe au Venezuela, il y a une actualité directe avec Israël. Pour la première fois depuis de nombreuses années, le Venezuela envoie du pétrole en Israël. Voilà à quel point les choses sont folles. Et alors, si les États-Unis cherchent à réactiver et organiser le pétrole vénézuélien, c'est aussi une manœuvre pour le marché mondial, pour le prix et pour leur marge de manœuvre. Quand ils font pression sur d'autres acteurs et quand des acteurs inattendus entrent en jeu, comme ce qui se passe maintenant avec le Venezuela qui envoie du pétrole en Israël.
Donc oui, Caracas entre aussi dans la conversation. Et ce qui est ironique dans cette visite, qui est déjà historique et qui était impensable il y a quelques mois. C'est ainsi que nous voyons Daisy Rodriguez accueillir la commission américaine en grande pompe. Et bien sûr, ce n'est pas mal, évidemment, il n'y a aucun problème avec ça. Chaque pays accueille ses invités comme il le souhaite. Le problème, c'est ce que disait Daisy Rodriguez il y a quelque temps. Et je veux que vous l'écoutiez vous-même pour que vous compreniez le niveau d'ironie que nous vivons en ce moment. Qu'ils n'osent pas parce que nous serons leurs pires cauchemars et les pires calamités pour le peuple américain sont à venir. S'ils osent agresser le peuple de Bolivar, ils doivent en être bien conscients. Bien, voilà où en sont les choses en ce moment. Nous voyons de la diplomatie à Washington, une préparation militaire en mer et dans les airs, des messages publics disant que nous voulons un accord. Et, en même temps, une horloge qui ne s'arrête pas, l'horloge de la capacité balistique iranienne. La question n'est pas de savoir si le sujet va se calmer, la question est de savoir qui parviendra à imposer ces conditions avant que la marge de manœuvre ne se referme. Merci de m'avoir accompagné jusqu'ici. Si la vidéo vous a aidé à mieux comprendre ce qui se passe, alors abonnez-vous, partagez la vidéo et n'oubliez pas de laisser un like avant de partir.